démonstration de force militaire, les plus grandes manœuvres jamais organisées par la Chine autour de Taïwan. Les images partagées par la Chine montrent tous les éléments de leur force armée déployée. C'est une réaction hostile à l'annonce du plus grand contrat d'armement jamais conclu entre Taïwan et les États-Unis ce mois-ci. L'armée américaine a un plan appelé Hellscape. Il est conçu pour transformer le détroit de Taïwan en un véritable cauchemar pour toute flotte d'invasion tentant de le traverser. Nous parlons de milliers de drones autonomes, créant tellement de chaos qu'il devient presque impossible de traverser. Pourquoi l'Amérique a-t-elle besoin d'une stratégie aussi extrême ? Parce que la Chine pourrait envahir Taïwan dès 2027. Et voici le problème. La Chine a plus de navires de guerre et de missiles que l'Amérique, et n'est qu'à 160 km de Taïwan. Le Pentagone a donc adopté une autre approche. Mais cela fonctionnera-t-il vraiment ? Pour savoir si Hellscape a une chance, il faut examiner 3 points. À quel point la menace chinoise est devenue sérieuse ? Comment la stratégie Hellscape se déroulerait vraiment ? Et si le Pentagone peut tenir ses promesses ? Voyons d'abord les récentes actions de la Chine. Fin décembre 2025. La Chine a mené des exercices militaires autour de Taïwan, appelés Mission Justice 2025. Ce n'étaient pas des exercices ordinaires, c'étaient les plus importants à ce jour. Les forces chinoises ont tiré des roquettes dans les eaux entourant Taïwan, tandis que des dizaines d'avions et de navires de guerre encerclaient l'île. Lors d'un blocus d'entraînement, la Chine a simulé son plan d'invasion, visant les lignes d'approvisionnement et les infrastructures critiques de Taïwan, comme les câbles sous-marins et terminaux énergétiques. Elle a aussi utilisé pour la première fois le navire d'assaut amphibie, type 075 capable de lancer en même temps hélicoptères d'attaque, embarcations de débarquement, chars amphibies et véhicules blindés. Pour la première fois, la Chine a clairement demandé aux pays étrangers de rester à l'écart. Le Bureau des affaires taïwanaises de Chine a affirmé que toute force extérieure cherchant à intervenir à Taïwan ou dans les affaires chinoises échouerait sûrement. Face au mur de fer sanglant de l'armée populaire de libération chinoise, c'est un avertissement direct aux États-Unis et au Japon. Vous vous demandez peut-être ce qui se passerait en cas de vrai conflit. Les États-Unis interviendraient sûrement, non seulement pour défendre la démocratie, mais aussi pour préserver leur statut de superpuissance. Si l'Amérique abandonne Taïwan, tous les alliés du Pacifique douteront des garanties de sécurité américaines. Le Japon, la Corée du Sud et les Philippines se rapprochèrent de la Chine, affaiblissant l'Amérique. Mais le principal problème reste les semi-conducteurs. Taïwan produit plus de 60% des puces électroniques mondiales et plus de 90% des puces avancées. Ces puces ne servent pas seulement aux iPhones, elles se trouvent aussi dans les chasseurs F-35, les systèmes de guidage, de missiles et les satellites de surveillance. Si les États-Unis perdent l'accès aux puces taïwanaises, leur armée ne pourra même plus fabriquer les systèmes d'armes dont elle a besoin. Les États-Unis n'accepteront jamais que les usines de puces taïwanaises tombent aux mains de la Chine. Cependant, si les États-Unis défendent Taïwan contre une invasion chinoise, le résultat ne sera beau pour personne impliquée. Le Centre d'études stratégiques et internationales a mené 24 scénarios d'invasion pour déterminer ce qui se passerait exactement si la Chine attaquait Taïwan en 2026. Les résultats ? Les États-Unis et leurs alliés gagnent le plus souvent, mais à un coût immense. Le scénario de base montre que les États-Unis perdraient environ 270 avions de combat, 17 navires, dont 2 porte-avions, et 3200 soldats. C'est presque la moitié des pertes américaines durant les 20 années de guerre en Irak et en Afghanistan, concentrées en moins d'un mois. Pendant ce temps, le Japon perd plus de 100 avions et 26 navires de guerre. Taïwan subit environ 3500 pertes, avec toute sa marine anéantie et la moitié de sa force aérienne. Cependant, la Chine est encore plus durement touchée. 138 navires coulés, 155 avions détruits et environ 7000 pertes au sol, ainsi que 15 000 disparus en mer. Mais le problème pour Taïwan, c'est que la victoire des États-Unis dépend d'un déroulement parfait. Taïwan doit lutter avec détermination. Sinon, sans ce sacrifice, la guerre pourrait s'arrêter immédiatement. Le Japon doit autoriser les États-Unis à utiliser ses bases et à participer directement à la guerre, mais surtout, l'Amérique doit engager le combat immédiatement. On ne peut pas envoyer de fournitures progressivement comme en Ukraine. Dès que les tirs débutent, rien n'est acheminé sur l'île, seules les premières heures sont cruciales. Mais ce n'est pas seulement une invasion qui inquiète le Pentagone. La Chine pourrait même ne pas envahir du tout. À la place, elle pourrait simplement couper l'accès de Taïwan au reste du monde et attendre. C'est un scénario cauchemardesque parce que l'île dépend énormément des importations d'énergie. Pour comprendre à quoi cela ressemblerait, le CSIS a réalisé 26 simulations de blocus. Le calendrier est sombre, le gaz naturel s'épuise en environ 10 jours, le charbon en 7 semaines et le pétrole en 20 semaines.
En 3 semaines, l'électricité de Taïwan tombe à 73%, et au bout de 9 semaines, ils ne disposent plus que de 24% de leur électricité. C'est juste assez pour les hôpitaux. Mais presque tout s'arrête, y compris les usines de puces mondiales. Et le vrai problème, Taïwan ne peut briser un blocus seul. Les sous-marins et les mines chinois à eux seuls pourraient détruire 40% des navires entrant à Taïwan, même avec un effort maximal de l'armée taïwanaise. Pour éviter la capitulation de son allié, les États-Unis devraient intervenir. Avec leur soutien militaire, Taïwan obtiendrait des approvisionnements, mais au prix élevé de milliers de morts, de centaines d'avions et de dizaines de navires. Et à ce stade, les États-Unis et la Chine sont en guerre. Maintenant, vous pourriez penser qu'en raison de ces risques énormes d'entrer en guerre avec les États-Unis, la Chine ne tenterait jamais d'agir contre Taïwan. Mais les dernières évaluations du Pentagone donnent une prédiction choquante, et elle n'est pas rassurante. Le rapport, publié en décembre 2025, indique que la Chine pourrait prendre l'île d'ici 2027. Ce n'est pas de la spéculation, mais fondé sur les objectifs de Xi Jinping et des chiffres réels. Même si la Chine n'est pas encore prête, cela pourrait évoluer bientôt. Le budget militaire réel de la Chine serait environ 3 fois plus élevé que les chiffres officiels, atteignant 700 milliards de dollars par an. La marine chinoise procède à une expansion rapide, créant ainsi la plus grande marine du monde. La flotte chinoise compte 234 navires de guerre et croît vite, tandis que la marine américaine en possède environ 219. Ils ont déjà lancé leur 3e porte-avions. La marine américaine reste plus puissante grâce à ses navires plus grands et avancés. Le temps joue pour la Chine, qui pourrait remplacer ses navires bien plus vite que les États-Unis en cas de conflit à Taïwan. La Chine domine totalement la construction navale, avec une capacité environ 200 fois supérieure à celle des États-Unis. Ce n'est plus un écart, mais un gouffre. L'avantage en construction navale est compensé par la production croissante de missiles en Chine, selon une analyse de CNN basée sur des images satellites, montrant l'expansion rapide des installations. Entre 2020 et 2025, ces usines de missiles ont ajouté plus de 2 millions de mètres carrés d'espace au sol en 2024. Le Pentagone estime que la Chine a augmenté son stock de missiles de 50% en 4 ans. Et cette progression n'est pas terminée. Ces missiles seraient cruciaux en cas d'invasion de Taïwan pour éliminer toute menace locale et empêcher l'intervention américaine. Au-delà des chiffres, la Chine a progressé. Le missile DF-26, surnommé « tueur de Guam », est conçu pour frapper les bases américaines du Pacifique, pouvant servir de base avancée en cas de guerre à Taïwan. Et la dernière variante, le DF-26D utilise même des planeurs hypersoniques, qui pourraient potentiellement échapper aux défenses antimissiles américaines. Pendant ce temps, la Chine travaille sur une accumulation nucléaire sans précédent, ayant déjà porté son arsenal à 600 ogives nucléaires. L'objectif est clair. D'ici 2027, ils veulent disposer d'un contrepoids stratégique face aux États-Unis, ainsi que d'une dissuasion et d'un contrôle stratégique dans la région. Cela signifie que la Chine cherche à dissuader toute attaque contre elle, surtout de la part de puissances non nucléaires comme le Japon. Mais il est tout aussi préoccupant que la Chine ait un calcul différent sur les pertes humaines aux États-Unis, chaque perte devant être justifiée au public. En Chine, l'absence de contraintes autorise Xi Jinping à tolérer des pertes humaines, ce qui serait insoutenable pour les États-Unis. Pendant ce temps, le calcul impitoyable est que, pour l'instant, la Chine dispose d'une fenêtre démographique pour mener une guerre, à cause de la politique de l'enfant unique qui a duré des décennies. La Chine a l'un des plus grands déséquilibres hommes-femmes mondiaux. La Chine a longtemps eu plus de garçons que de filles, en raison de l'avortement et de l'infanticide. On estime qu'en Chine, 35 millions d'hommes en surplus ne se marieront probablement jamais, ni n'auront d'enfants. C'est une recette pour l'instabilité sociale, mais une solution historique existe. Envoyer les hommes en surplus faire la guerre à l'étranger. C'est une stratégie froide que le PCC pourrait considérer. Mais ce qui préoccupe surtout le Pentagone, c'est que la Chine semble se préparer à une invasion réelle. L'activité militaire chinoise près de Taïwan s'intensifie chaque année. En 2025, il n'y a eu que 2 jours où aucun avion ou navire militaire chinois n'est apparu près de Taïwan. Ils effectuent des répétitions constantes, comme si une opération à Taïwan était réellement en cours, perfectionnant les procédures, testant la coordination et développant leur mémoire musculaire. Le pire, c'est que la Chine peut maintenant lancer ces exercices massifs, sans préavis, rendant impossible de distinguer un exercice d'une attaque réelle avant qu'il ne soit trop tard. Cependant, un obstacle possible subsiste pour la Chine. Selon le Pentagone, ses dirigeants doutent encore de la préparation réelle de leur armée pour réussir une invasion. Cette incertitude est peut-être la seule chose qui empêche Xi de donner l'ordre, et cela nous amène à la stratégie de l'enfer. Si appliquée,
Cela renforcerait les doutes de la Chine et dissuaderait une invasion. Et si Xi Jinping donne l'ordre malgré tout, l'enfer pourrait être capable d'arrêter une flotte d'invasion pendant ses premières heures cruciales. Pour comprendre cette stratégie, examinons une citation de l'amiral Samuel Paparo, chef du commandement Indo-Pacifique des États-Unis, chargé de la réponse militaire en cas d'attaque de Taïwan par la Chine. Voici sa définition de l'enfer. Je veux faire du détroit de Taïwan un enfer inhabité grâce à diverses capacités classifiées, pour que je puisse rendre leur vie absolument misérable pendant 1 mois, ce qui me donne le temps de préparer le reste. Analysons cela. La flotte d'invasion chinoise traverse le détroit de Taïwan. Les États-Unis déploient des milliers de systèmes sans pilote, sous-marins, navires de surface et drones aériens. Ce ne seront pas des armes sophistiquées ou coûteuses, mais bon marché, jetables et nombreuses. Le but est de créer un chaos total et d'infliger de lourdes pertes aux envahisseurs potentiels. L'un des objectifs est de gagner du temps. La puissance militaire traditionnelle des États-Unis, comme les porte-avions et sous-marins, met du temps à atteindre le Pacifique occidental. Des alliés clés comme le Japon doivent aussi du temps pour mobiliser leurs forces, mais ce n'est pas tout. Il y a aussi un changement majeur dans la pensée militaire américaine, car pour Taïwan, les moyens traditionnels ne fonctionneront plus aussi bien. Les porte-avions sont vulnérables aux missiles hypersoniques chinois, que les États-Unis ne peuvent intercepter de façon fiable. Les bases militaires au Japon et à Guam sont désormais à portée de ces missiles. Et même si les États-Unis ont toujours un avantage en termes d'avancement technologique de leur système, ils sont dépassés par la Chine en termes de volume de production. Au lieu de rivaliser avec la Chine dans les secteurs traditionnels, Hellscape adopte une stratégie différente. Une guerre asymétrique misant sur des systèmes autonomes et facilement sacrifiables. L'inspiration vient d'Ukraine, où de petits drones bon marché ont été redoutablement efficaces contre les forces russes, pourtant numériquement supérieures. C'est une véritable révolution militaire, sans exagération. Si des drones commerciaux à 5000 $ peuvent détruire des chars russes, imaginez ce que des milliers de systèmes autonomes de qualité militaire pourraient faire à une flotte d'invasion traversant un détroit étroit. C'est là que l'initiative Réplicateur intervient. En août 2023, la vice-secrétaire à la Défense Kathleen Hicks a annoncé un objectif ambitieux, déployer des milliers de systèmes autonomes sur le terrain en 2 ans. Son argument était simple. Nous opposerons notre masse à celle de l'APL, mais la nôtre sera plus imprévisible, difficile à toucher et à vaincre. Le Pentagone s'est engagé à dépenser $1 milliard pour cette initiative Réplicateur en 2024 et 2025. L'idée principale était d'acheter des systèmes dits consommables, ce qui, dans le jargon militaire, désigne des drones suffisamment bon marché pour que les commandants acceptent de les perdre au combat. Comparez cela aux équipements traditionnels. Un destroyer de classe Harley-Burke coûte environ $2,5 milliards et prend 4 ans à construire. Perdre un navire est catastrophique, mais perdre des milliers de drones à $50 000 chacun reste acceptable si cela cause plus de dégâts à l'ennemi. Le département de la guerre collabore avec plus de 800 entreprises dont la majorité ne sont pas des sous-traitants traditionnels de la défense, pour acquérir ces systèmes. Certains systèmes sont déjà confirmés, notamment le Switchblade 6 Sense d'Aerovironment, des munitions embarquées, el Altia 6 Sense et les drones Ghost X d'Anduril, ainsi que le C-Cent de Performance DroneWorks. Voici la question. Cela a-t-il vraiment été livré ? La date limite du Pentagone pour le programme Réplicateur, en août 2025, est passée, et les résultats sont très éloignés des promesses. Le service de recherche du Congrès indique que le programme Réplicateur n'a déployé que des centaines de systèmes, et non les milliers initialement promis. Ce manque est un énorme problème. Du point de vue de Pékin, s'ils savent que les États-Unis ne peuvent déployer que des centaines de drones, pas des milliers, soudain, le paysage infernal n'effraie plus, et la stratégie de dissuasion s'écroule. Le Pentagone mène donc une course contre la montre. Il doit acheter et déployer autant de systèmes de drones que possible avant 2027. Et pour y parvenir, ils font face à de sérieux obstacles. Les drones doivent d'abord fonctionner correctement, sans parler des drones individuels qui volent partout. Le véritable défi, c'est le logiciel nécessaire pour contrôler des milliers de drones qui travaillent ensemble simultanément. Imaginez essayer de coordonner un essaim de 5000 machines autonomes, toutes en train de communiquer entre elles en temps réel, de s'adapter aux menaces et de prendre des décisions d'attaque en une fraction de seconde. Ensuite, il y a la fabrication. L'industrie de la défense américaine produit actuellement des centaines de ces systèmes, mais Hellscape en exige des milliers. Les États-Unis doivent construire entièrement de nouvelles usines et de nouvelles chaînes de production capables de fabriquer des drones à grande échelle. Sans cette capacité de production, la Chine ne prendra pas la menace au sérieux. Peut-être que l'obstacle majeur reste le système d'acquisition du Pentagone, tristement célèbre.
C'est un processus lent et bureaucratique, conçu pour l'achat de navires ou de chasseurs très coûteux et longs à construire. Il était moins performant dans le secteur des drones, très innovant et en évolution rapide. Pour aller plus vite, les États-Unis ont réorganisé le programme fin 2025. La supervision de l'initiative Réplicateur a été confiée à une nouvelle organisation du commandement des opérations spéciales, alors que le Pentagone agit dans l'urgence par manque de temps. Mais voici la grande question. Les essaims de drones seront-ils vraiment efficaces ? La technologie militaire évolue constamment. Pour chaque arme offensive, quelqu'un développe une contre-mesure. La Chine développe des systèmes de guerre électroniques pour brouiller les communications des drones et des drones intercepteurs contre l'essaim américain. En fait, les États-Unis travaillent également sur ces systèmes, avec le programme Replicator 2, récemment lancé. C'est une course aux armements technologiques, où les systèmes de pointe d'hier deviennent obsolètes. Une chose est donc certaine, le camp qui innove le plus rapidement l'emporte. Et malgré tous ces défis, les États-Unis ont un avantage majeur. Ils disposent d'un écosystème technologique de défense dynamique, sans doute le plus compétitif au monde. Des entreprises comme Anduril, Shield, IA et Teal Drones, dont la plupart n'existaient même pas il y a 10 ans, apportent l'innovation à la Silicon Valley dans la technologie militaire. Le montant des investissements et le talent en ingénierie qui affluent dans ce secteur sont vraiment incroyables. Mais le temps presse. La Chine se prépare rapidement pour être prête en 2027. La question n'est pas si le conflit est possible, mais si la menace de lourdes pertes suffira à l'empêcher. Ce qui va se passer ensuite pourrait très bien déterminer l'avenir de toute la région du Pacifique.